Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 187e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring pour un combat extraordinaire, un de plus dans ces fin juillet. On aura déjà Terence Crawford contre Errol Spence, mais on a aussi droit à mon chouchou, le monster Naoya Inoue contre Stephen Fulton pour 2 ceintures chez les Supercoqs. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, Box MMA, toujours là avec moi, monsieur Jonathan Bacardi, bonjour. Salut Alexandre, ça va ? Ah bah ça va, c'est mon épisode celui-là. C'est ton épisode, en fait je vais me taire et tu vas laisser que toi là aujourd'hui. Pas du c'est tout. pour toi aujourd'hui. Je mais non, si. Je sais que tu le kiffes aussi, je sais mais que bien tu le sûr, kiffes aussi mais parce que t'aimes la bon. boxe, et quand on aime la boxe, on ne peut que aimer Naoya Inoue. T'as pas entendu, t'as pas écouté les afters, t'écoutes pas les podcasts de l'afterfoot ? Non, pas tous, non, loin de là. Bon, je te la fais courte. Ils nous ont fait un délire en disant est-ce que vous connaissez les plus grands sportifs au monde ? Et donc les plus grands sportifs au monde, moi on me demande parce que j'y connais rien, on me parle de basketteurs machin et tout, et je dis à Thibaut Jean-Grand, je dis et toi, c'est qui c'est Naoya Inoue ? C'est pour moi, pour toi comme pour moi, le numéro 1 pound for pound. Tout à fait. Personne en plateau était capable de le dire. Walid Acharchour, Thibaut Jean-Grand. Tu me fais mal au cœur, c'est terrible. Je comprends, mais c'est terrible. Tu me fais mal au cœur. Pour la boxe, c'est Noël en juillet. 4 jours avant l'Imos choc entre Errol Spence Jr. et Terence Crawford pour la couronne incontestée des welter. Le noblard nous offre un autre bonbon savoureux. Le monster Naoya Inoue, ancien champion à 4 ceintures des coqs, fait face à Stephen Fulton, champion unifié WBC WBO des Supercoqs, ce 25 juillet à Tokyo pour tenter de conquérir le monde dans une 4e catégorie. Entre le surpuissant japonais et le très complet américain, l'opposition fascine et devrait nous offrir un combat de feu. Inoue restera-t-il intouchable avec quelques kilos en plus ? Fulton peut-il faire chuter celui que les spécialistes rangent parmi les meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues ? Le RMC Fighter Club vous présente un choc sous les radars des médias mainstream, mais qui fait saliver tous les amoureux de boxe. Alors je le disais Joe, c'est dommage parce que ce Inoue Fulton au Japon, qui en plus se déroulera de tradition un mardi, c'est le mardi, les grandes soirées boxe au Japon. Il passe un peu sous les radars parce que 4 jours plus tard, il y a Errol Spence Jr. contre Terence Crawford. Mais ça reste un sacré combat, je le disais. Naoya Inoue qui tente d'aller conquérir une 4e catégorie différente. Il est toujours invaincu, le japonais, 24-0, 21 KO. Face à lui, Stephen Fulton, invaincu également, 21-0, 8 KO. On en reparlera, il a un petit déficit de puissance, notre ami Fulton, et qui est numéro 1 The Ring pour cette catégorie-là, avec 2 des 4 titres. On reparlera de l'autre champion qu'a les 2 autres. C'est logique que ça passe sous les radars un peu, avec Spence Crawford qui est juste après, Joe ? Logique ? On a enregistré un épisode sur Tyson Fury contre Francis Ngannou. Ouais. Tu te rappelles ce qu'on a dit sur Top Rank ? Qui est le promoteur de Inoue aux États-Unis. Ils n'étaient pas censés faire de Naoya Inoue en 3 combats une star globale ? Je sais. Voilà. Donc ça, c'est la capacité de Top Rank à certes organiser des bons combats, mais à être incapable de faire la promotion de boxeurs qui sont parmi les plus excitants au monde. Donc ça, c'est dommage. Après, le truc, c'est qu'on s'en fout à la rigueur, parce que nous, ce combat, on a envie de le voir et qu'on va se régaler. Alors oui, je pense qu'au contraire, ça peut être bien que ça soit dans la même semaine qu'un des combats les plus attendus de l'histoire, parce que je pense que il va y avoir une séquence boxe. Tu sais que maintenant, en France, c'est surtout qu'avec la popularisation du MMA, ça a attiré des nouveaux fans, et que nous, par exemple, si on fait ce genre d'épisode, c'est parce qu'on a envie que les gens qui nous suivent pour l'UFC, pour le MMA, découvrent aussi des petites pépites comme ça. Toi, tu étais dans le dénicheur de pépites, le chercheur, le chien truffier. Je l'avais repéré depuis très très longtemps, Naoya Inoue, et c'est excellent que RMC nous laisse la possibilité de faire un épisode entier. D'autant qu'on le diffuse pas. Méconnu. D'autant qu'on diffuse pas le combat. Donc, oui, alors après, je vais te dire, ça aurait pu être notre plus grand concurrent qu'on détesterait et qui le diffuserait. Tu ferais quand même un épisode dessus, on va pas se mentir. Grave. Voilà. Grave. La beauté de ce combat aussi, elle est dans le sens où c'est pas un combat ordonné par les fédérations alphabet, par les WBC. Non. C'est eux deux qui ont décidé, on va chercher le plus gros challenge possible dans notre KT, et donc c'est Fulton pour Inoue et Inoue pour Fulton. Inoue, c'est son premier combat dans la catégorie. Il sort d'avoir unifié les coqs. Premier combat, il se prend le champion unifié invaincu. C'est quand même, il a un côté gangster quand même, Naoya. Tu peux le reconnaître. Ça, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit plusieurs fois qu'il avait peur de personne et que c'était une tête brûlée. Et que ça faisait partie de ses plus grandes qualités, et que dans le ring, on le voyait, cet aspect-là, sans peur, sans remords, avec un courage énorme. Moi, je suis plutôt surpris que Fulton ait accepté, parce que le combat est extrêmement risqué pour lui. Bon, déjà, il voyage au Japon. Ça, c'est toujours compliqué. Première fois qu'il boxe en dehors des États-Unis, d'ailleurs.
Ensuite, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Moi, j'aime bien lire ses interviews et je pense qu'il est lucide sur son niveau et qu'il se rend compte qu'il est face à quelqu'un qui va lui poser énormément de problèmes. Donc, merci à lui d'avoir accepté ce combat parce que on sait très bien comment ça se passe. Hein. C'est la même semaine que Spence Crawford, ça a mis 5 ans quasiment à s'organiser. Là, les deux se sont mis d'accord alors que c'est un combat extrêmement risqué pour Stephen Fulton et que rien ne va dans son sens, notamment géographiquement. Donc, bravo. Et eux, ils ont mis même pas 2 mois, je crois, à le négocier entre eux. Donc, tu vois, c'est la petite différence. Inoue, je le rappelais, le premier titre, c'est en 49 kilos qu'il le prend. Là, on est en 57,2, la limite des supercoques. Ouais. Que t'expliques à nos auditeurs qui sont pas au fait des montées, des changements de KT, c'est quand même un truc de malade de faire ça. Bah, ça fait Il y a peu de boxeurs capables de faire de dominer autant de KT, quoi. Il y a peu de boxeurs qui sont capables de le faire parce que c'est 8 kilos et que c'est énorme, surtout en boxe où il y a énormément de catégories. Parce que pour une raison, hein, c'est un sport de percussion et quand tu fais 500 grammes de plus, ça peut jouer. Ce qui est quand même c'est significatif d'une chose, c'est qu'on a toujours dit que Inoue avait une puissance de frappe, puissance à mettre KO ses adversaires qui était exceptionnelle. Bon, bah voilà, ça se prouve là. Il monte de catégorie de poids et je ne serais pas étonné si sa puissance se retranscrit à ce point-là. Lui, en Media Day, j'ai noté sa phrase, il dit « Je me sens plus fort, plus affûté et même plus rapide ». C'est flippant. Hein. Enfin, s'il dit vrai, alors je sais qu'il y a de la méthode Coué à chaque fois dans les Media Day, mais vraiment, s'il dit vrai, pour le coup, je suis Fulton, ça me rassure pas, quoi, ce délire-là. Oui, bon, après, ça, conférence de presse, n'y accordons pas trop d'importance. On a dit qu'on a fait un épisode, et on va même vous en proposer 2 sur Spence Crawford, ce gros choc attendu chez les welter, et on a dit que le storytelling autour de ce combat Spence Crawford, c'est que c'est le meilleur boxeur de la planète qui sera désigné quand le vainqueur l'emportera. Est-ce que c'est pas Inoue s'il bat Fulton, le meilleur boxeur de la planète? Moi, je considère que oui, déjà, et je pense que s'il bat Fulton, tu le retires pas de son trône. Non, pour moi, il est déjà numéro 1 point de force. Ouais, c'est ça, et que tu le retires pas s'il bat Fulton. Non, ça change rien. Il est numéro 1 point de force et au contraire, ça cimente sa place parce qu'il est encore en plus en train d'aller chercher de la grandeur. On a eu l'expérience avec Canelo qui a pris bivol pour aller chercher de la grandeur dans une catégorie de poids supérieure, ça s'est mal passé. Là, Inoue, il le fait comme un vrai gangster, quoi. Donc non, pour moi, ça ne changera rien du tout. D'autant que l'idée qu'il a déjà annoncée, c'est si jamais il bat Stephen Fulton, il défie tout de suite Marlon, j'ai renoté le nom, je le connais, Marlon Tapales, qui est l'autre double champion, donc WBA IBF, qui a battu Murodjon Akhmadaliev pour lui prendre ses 2 ceintures en avril. Donc il pourrait en 2 combats, après avoir unifié les 4 ceintures des coqs, unifier les super coqs en 2 combats. Bonjour, merci. C'est quand même. Et après, c'est quoi la suite? Je sais pas, mais après on va en parler parce que est-ce qu'il y a le fantasme qui monte en plume et qui est encore alimenté par Bob Arum. Bob Arum te fait encore fantasmer à te dire je refais descendre Vassil Lomachenko chez les plumes et on fait Inoue Lomachenko. Mais c'est le combat dont on a parlé plusieurs fois. Ouais, on en avait parlé plusieurs fois. Ça va s'arrêter où cette histoire? Ça va aller sur léger ou pas? C'est là où moi, ce qui m'intrigue chez Naoya, c'est jusqu'où tu t'arrêtes. C'est parce que je pense, on va donner nos prédictions, on va parler du combat techniquement. Je pense que chez les supercoqs, il va s'imposer encore et il va dominer. Mais jusqu'où tu t'arrêtes? En fait, tu vas jusqu'en plume, super plume? Essayons de décorréler tout ça du combat dont on parle pour juste s'intéresser au cas de Naoya Inoue. En fait, ce qui fait qu'on est fasciné par sa carrière. Outre le fait que tu as ce côté boxeur du pays du soleil levant, donc forcément un peu, tu vois, qui vient d'une contrée lointaine, avec toute la mystique qu'il y a autour, les combats organisés au Japon avec le silence autour, qui n'est pas un manque d'intérêt du public, mais une forme de respect cérémonial qui est toujours émouvante quand on aime les sports de combat. Un vrai pays de boxe. Un vrai pays de boxe. Ouais. Quand on aime l'esprit martial, de voir Naoya Inoue boxer chez lui, c'est toujours un régal. La vraie interrogation, c'est de savoir jusqu'à où sa puissance surhumaine est capable de le mener. Quand on parle de qui est le plus gros frappeur de tous les sports de combat, je pense que c'est lui. En pound for pound. Pound for pound. Si on les met tous au même poids. Si on les met tous, MMA, boxe, kickbox. Oui, là tu peux rentrer. Mais on va rester sur les 2 sports qu'on suit le plus. MMA et boxe. Pour moi, c'est le plus gros frappeur. C'est le plus gros frappeur. Avec peut-être un mec comme Alex Pereira. Mais Alex Pereira, c'est sur un seul coup et un seul type de coup. Non, pour moi, voilà, c'est ça l'intrigue, c'est de savoir jusqu'où il est capable d'aller. Et imagine, tu as dit où il a commencé sa carrière et regarde là ce qu'on est en train d'envisager. On est en train d'envisager la possibilité de voir Naoya Inoue combattre en plume contre Vassil Lomachenko. Oui, j'avoue, c'est délirant. Pour un mec qui a commencé à 49 kilos.
C'est n'importe délirant. quoi. Ouais, c'est délirant. La puissance, tu la rappelles. Rappelle la limite des plumes en boxe. C'est 60. Ça va être là, on est à 57,2, donc ça va être 61. 60, comme 61, ça. je crois, Ouais, 60-61. Ouais, le truc, c'est comme on parle en pounds, les amis, c'est plus Oui. compliqué. Mais en gros, t'as quand même quasiment 10 kilos. Là, il est à 122 pounds, c'est 126, donc ça rajoute 1,5 kg. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça va être 60, ouais, à peu près, un tout petit peu moins de 60. 126. C'est encore jouable, hein, s'il est. 126, c'est 61. Bah, donc c'est encore. Non, 125, c'est 61. Donc Ça doit faire 61. c'est juste autour. Ok, c'est juste 61 autour de et ça. Ouais. Bon, c'est fabuleux, c'est énorme. Donc en fait, voilà, je le redis, c'est de savoir un mec et ce mec-là, sur le don du ciel qu'il a reçu avec cette force, cette puissance qui est surhumaine, jusqu'où ça le menait. Là, c'est la première étape. Un rappel pour le côté surhumain chez les amateurs. Donc vous le savez, hein, la boxe amateur où il y a beaucoup moins de KO, voilà, on est beaucoup plus protégé. Il a mis 48 KO. Naoya Inoue, dans des petites catégories. En fait, on en rit, mais parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a un côté ridicule. C'est Ça n'arrive pas. Mais je rappelle quand j'avais donné cette stat à John Dovey, qui m'a regardé avec des grands yeux, l'ancien manager de France Olympique. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est-à-dire que c'est. Même si tu réunis 10 générations, des fois, dans certains pays de boxeurs de ces catégories-là, tu n'atteins pas 48 KO en cumulé, tu vois. C'est complètement délirant. On peut être sincère aussi. Même en pro, ça n'arrive pas. Hein. Non, bien sûr. Même en pro, dans ces catégories-là. Souvent, c'est rapide, ça se touche, machin et tout, mais ça se fait pas bien mal. Lui, il est à 21 KO sur 24 combats. Voilà. Et les décisions, dans les décisions, tu as Nonito Donaire 1, où c'est un combat, c'est une guerre de tranchées absolue, où il est à 2 doigts de le mettre KO, il le met knockdown. Enfin, donc c'est contre Nonito Donaire. C'est le combat où il a enlevé 10 années de vie, 10 années d'espérance de vie à Nonito. Oh oui, ok oui. Qu'est-ce qu'il rend? Donc on va commencer à parler pour ceux... On a déjà fait un épisode sur Naoya Inoue, c'était avant la revanche contre Donaire. J'avais vérifié avant cet épisode, Joe, c'était l'épisode 110, on a fait du chemin depuis. On est quasi à 190. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Avant, comme tu sais que c'est mon monster d'amour, je vais prendre la parole en deuxième, mais je te donne la parole d'abord. Qu'est-ce qui rend, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont jamais vu combattre, qu'est-ce qui fait que Naoya, c'est un mec à part? C'est qu'il hante les nuits d'Alexandre Herbinet. Déjà. Non, vas-y toi, vraiment. Je veux que je te laisse le canevas libre. Le canevas libre et je veux que tu hype nos éditeurs. En fait, je pourrais faire 10 minutes. Vas-y. C'est que tout est parfait. Je coupe mon micro. 1, 2, 3, go. C'est que tout est. Non, que tu rebondisses. C'est une émission à deux. Je coupe mon micro. Je vais te faire un petit tunnel d'abord. Je veux un monologue. Je vais te lancer. On va faire un monologue. Tu prends ton temps. Tu hype les auditeurs. Monsieur Herbinet, expliquez-nous votre amour pour Naoya Inoue. Tout est quasiment parfait. La puissance, on vient déjà d'en parler. Moi, j'avais titré le premier papier que j'ai fait sur lui pour RMC Sport. Je l'ai titré La puissance de Wilder dans le corps de Brahim Asloum. Ça résume à peu près ce qu'est le garçon. Donc cette capacité à éteindre la lumière en 1 seconde, elle est fabuleuse et surtout unique dans ces petites catégories. Comme moi, Joe, tu sais, j'aime bien les petites catégories pour la technique, mais là, il te rajoute le côté bestial qu'on a chez les gros, qui est intéressant. Le timing. Le timing avec lequel il met ses coups, c'est quasi jamais raté. Dont ce célèbre crochet du gauche au foie, qui est genre létal absolu, qui a arrêté plus d'un mec dans sa carrière. Et c'est simple, si tu le prends, pour se relever, il va falloir s'accrocher très 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 fort. La précision. Le jab, les capacités sur les combinaisons, c'est 1-2, c'est une symphonie absolue. Le côté, moi, ce que j'adore chez ce mec-là, c'est qu'il n'y a jamais un coup en trop. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours, tous les coups sont faits parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils sont au bon moment, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut taper. Il n'y a pas un rajout de coups, il n'y a pas 3 coups pour rien, pour en caler un bon. La capacité dans les combinaisons à changer la puissance de ses coups. C'est-à-dire qu'à entamer une combinaison avec un 1-2 un peu pas tranquille, mais tu vois, qui te cadre un peu, et d'accélérer très fortement sur la 3e pour aller démolir le mec. Il y a quand même peu de boxeurs qui sont capables, en cours de combinaison, de changer de rythme, entre guillemets, à ce point-là. Le jeu de jambes, la façon dont il arrive à tourner autour de l'adversaire, à savoir quand taper, où taper, comment taper, et comment y arriver surtout. C'est juste le plus complet possible pour moi, et c'est pour ça que je le mets numéro 1 pound for pound, c'est que c'est le plus complet sur toutes les armes qu'il peut avoir. Pour frapper fort, il frappe vite aussi. Les adversaires de Naoya, souvent, ils vous disent le KO, je ne l'ai pas vu venir, en fait. Je ne l'ai pas vu venir, il est arrivé d'un coup, ça a fait comme une machine qui part d'un coup, alors que juste avant, il était beaucoup plus tranquille dans ce qu'il apportait. L'équilibre qu'il a, qui permet d'avoir les combinaisons, comme tu dis, un Deontay Wilder, dont on a souvent parlé, tu vois, je l'ai comparé en puissance. Deontay Wilder, souviens-toi, quand il mettait ses gros coups, comme contre Ortiz, il peut pas faire un tout derrière le one. Parce qu'il a plus d'équilibre du tout. S'il lance un 2e coup, Wilder, il tombe à ce moment-là. Le 9 fois sur 10, pour moi. Naoya, il y a toujours un équilibre parfait. Les combinaisons, elles peuvent être de 3, 4, 5 coups. Au 4e ou au 5e, son corps sera toujours dans la bonne position. Jamais hors de position. L'équilibre qu'il faut pour le balancer avec la bonne force et la bonne vitesse. Tu complètes un peu?
C'était magnifique, non? Et t'as tout dit en fait. Et la chose qui me frappe le plus, outre cette puissance, c'est comme tu l'as dit, cette capacité à changer de niveau de puissance au cours d'une même combinaison. Ça ajoute aussi cet effet de surprise-là qui est dévastateur et terrible. Quand t'as commencé, t'as dit c'est la perfection, c'est le boxeur parfait, c'est comme ça que t'as commencé ton tunnel? Ouais, c'est ça. Bon, je suis pas loin de te rejoindre. Tu sais que je t'ai rejoint à la fête un petit peu plus tard, mais que je suis totalement convaincu. Et je pense que j'aurais aussi ajouté. T'as parlé de ses déplacements? Non, Ouais, t'as ouais, pas. si. Jeu de jambes et déplacements. Jeu de jambes. Ouais, ouais. Il a Les travaillé- changements d'angle, Il commence comme ça quand même d'ailleurs. Hein. très fort aussi. Pour l'anecdote, son papa, Shingo, quand il commence la boxe, c'est un peu comme Vassil Lomachenko qui avait été mis à la danse. Il lui interdit les gants pendant quelques temps. Il n'y a que du pied, il n'y a que du déplacement et du jeu de jambes. Bah, ça se voit. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa capacité à décider quand il veut trapper ses adversaires dans un coin ou contre les cordes. C'est grâce à ses déplacements. Il est extrêmement fort. L'instinct du tueur. Je vais rien ajouter à ce que tu as dit en fait. Tu as déjà tout dit. Et je vais te citer une phrase qui résume tout parce que je l'adore. Et elle est signée Ben Davison, dont on parlait. Oui. Un coach notamment passé, Tyson Fury est passé entre ses mains. Il disait, Avec lui, oui. je cite, ouvrez les guillemets, c'est un boxeur que vous voulez montrer à un jeune combattant en formation. C'est le boxeur que vous voulez montrer à un jeune combattant en formation. Voilà. Les coups viennent directement de son épaule. Il pousse sur ses pieds en cloche avec ses hanches. Sur sa technique de punch, ce gamin est au niveau de Joe Louis, Alexis Arguello ou Ricardo Lopez. Oui. Il a tout dit aussi. Il résume. C'est parfait à montrer. Il y a un côté école, quoi. Il y a un côté vraiment école. Quand on dit que c'est le meilleur boxeur au monde, toute catégorie de poids confondue, c'est pas exagéré en fait. C'est juste factuel, c'est juste par rapport à l'observation qu'on en a fait. Vous pouvez nous faire confiance sur une chose, c'est que tous les deux, on regarde tous les combats de Naoya Inoue, Alexandre Herbinet par fétichisme, mais moi parce que comme c'est mon binôme, je suis bien obligé de m'intéresser à ceux dont il me parle comme un fanatique qui ferait partie d'une secte dangereuse où il aurait été endoctriné, mais de A à Z. Donc oui, non, il n'y a pas à dire, c'est la perfection pugilistique. Et puis les mecs qu'il a envoyé valdinguer, alors c'est souvent il y a souvent eu des fins de carrière, mais un Nonito Donaire dont on parlait. Au deuxième combat, dans le 1, il est pas en fin de carrière. Voilà, dans le 1, il est quand même plus que là. Et alors le 2, il l'oblitère en 2 rounds, quoi. C'est comme si Nonito Donaire, qui est la légende des petites KT pendant des années, on va dire les années 2000-2010, c'est les années Nonito dans ces catégories-là. Il l'oblitère, quoi. Il y a même pas une photo. Et c'était quand il montait, je l'ai noté, en super mouche contre Omar Narvaez, ancien adversaire de Brahim Asloum, à qui on parlait un clin d'œil. Battu une fois en 45 combats pro. KO deuxième round. Oui, bien sûr. Mais à chaque fois, à chacune de ces montées, il n'y a jamais eu de doute en fait. Tu vois, c'est ça qui est aussi fort. Il n'y a jamais eu d'interrogation sur est-ce que sa puissance, machin, elle va se transcrire, etc. Non. C'est presque la première fois là. Où il y a un léger. Il y a pas un doute, il y a un questionnement. T'es malade. Non, mais de certains, dans les papiers que je lis et tout, il y a des gens qui se posent la question. Parce qu'ils ont envie t'as ils ont envie d'écrire, quoi. Ils ont envie de faire des piges, donc ils se sont dit, faut bien qu'on trouve quelque chose, donc on va raconter n'importe quoi. Non, il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute, et Fulton le sait. C'est ça qui est intéressant, c'est que Fulton est conscient du danger. Et c'est ça qui va faire en sorte que ce combat va être beau. C'est que le mec en face sait que Inoue, c'est un tueur qui est capable de l'éteindre sur une combinaison. Donc il va faire gaffe. Oui, bien sûr. On passe quand même après l'ode à Naoya, mais tu sais qui me plaît toujours, juste à ce combat-là, à cette opposition contre Fulton. Pourquoi ce combat est intriguant aussi? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de voir ça? Donc il faut savoir, Fulton, je vous disais, numéro 1 de cette catégorie des super coq pour The Ring, champion unifié à 2 ceintures, d'où les BCWBO. Plus grand gabarit, plus grand, plus d'allonge. Il va sans doute utiliser ces qualités-là. Moi, ce qui m'inquiète pour lui, c'est que j'ai revu son combat contre Brandon Figueroa en fin 2021. Et il se fait quand même bien toucher, alors que Figueroa, c'est pas un gros puncher, tu vois. Et il se fait bien toucher, et il vacille plus d'une fois. Il y a même plus des spécialistes et observateurs qui voyaient Figueroa remporter ce combat, qui avait été remporté, je crois, en split décision, en décision partagée. Si tu te fais malmener par Figueroa, si tu t'en prends une par Inoue, c'est dodo, moi je pense. Moi je trouve que Fulton c'est un beau boxeur mais qui est très académique. Voilà. Ouais. C'est qu'il fait tout bien, tout propre, mais ça reste très classique, c'est-à-dire il a un bon bras avant, les combinaisons sont propres, mais il a 2 lacunes énormes et qui ne se sont pas vues seulement dans le combat contre Figueroa, c'est que défensivement, tout reste très serré jusqu'au premier coup qui connecte vraiment.
Et c'est un boxeur qui est capable de sortir assez rapidement de ses combats. Et la machine, qui est une belle machine, hein, bien huilée, se dérègle très très vite quand les choses ne vont pas dans son sens. C'est un boxeur que j'aime bien voir parce qu'il est beau à avoir boxé, ça c'est indéniable. Mais en termes de capacité à faire face à l'adversité, j'ai quelques questions et c'est ce qu'on a vu contre Figueroa. C'est que Figueroa, c'est pas un meilleur boxeur que Fulton. Et on le voit sur le début du combat. Mais que Figueroa, à partir du moment où il connecte Fulton, il y a tout qui part à volo. Exactement. Et là, l'intrigue, ça va être de savoir, parce qu'il en a parlé dans des interviews, il a dit qu'il devait régler ça, etc. Ça va être de savoir si ça va pas être un tractopelle qui va déplacer 3 parpaings. Ça va être un engin, un missile nucléaire, un truc de démolition massive qui va avoir face à lui. Ça va être, est-ce que je suis capable de faire face à l'adversité ? C'est pour moi la plus grande question. C'est intéressant parce que je l'avais noté, moi, sur les 2 combats que j'ai bien revus de Fulton pour préparer cette émission, c'est Figueroa et Danny Roman. C'est ces 2 combats. Voilà, les deux gros dernièrement. Et Danny Roman, il le bat beaucoup à l'extérieur, tu vois. Il utilise sa capacité à le garder à l'extérieur avec son gabarit, il le bat comme ça. Et Figueroa, t'as l'impression qu'il pourrait le faire ça, et qui se jette un peu dans une bagarre, tu vois, au corps à corps, qui est inutile pour lui, tu vois, qui manque d'intelligence de ring à ce moment-là. Parce que Figueroa la tire dans ce voilà. Et donc que ça, face à Inoue, pour moi, ça, tu te fais prendre, quoi. Tu te fais prendre si t'es pas assez intelligent pour jouer le jeu qui pourrait t'arranger le plus, et tu vas te faire surprendre très vite. Oui, il y a ça, il y a aussi le fait que paradoxalement, en termes de niveau d'opposition, on est quand même loin du niveau d'opposition de Naoya Inoue. C'est que dans les catégories dans lesquelles il a traîné, c'était pas non plus que des foudres de guerre. Je te dis pas qu'il ne mérite pas que sa ceinture ne vaut rien. Ce que je te dis, c'est que c'est un boxeur qui, quand tout se passe bien, roule sur ses adversaires. Mais il suffit qu'un petit grain de sable fasse dérailler la machine pour que ça se devienne compliqué. Voilà. Il maîtrise aussi bien la distance, je trouve, Fulton, pour le coup. Encore heureux, vu son gabarit. Peut-être que Naoya, c'est peut-être le meilleur pour ça qu'il ait affronté jusque-là, dans cette gestion de la distance, donc ce sera à noter. Par contre, moi, j'ai vu aussi des choses, par exemple, dans les médias américains, j'ai vu des gens, notamment chez The Ring, dire Fulton est peut-être le boxeur le plus classique des 2 traditionnels, tu vois, dans son côté boxeur complet traditionnel. Oui. C'est-à-dire que Inoue est plus atypique par rapport à son style. Il est académique, c'est un boxeur classique académique qui est très propre, c'est très scolaire. Mais au final, c'est pas c'est pas une hérésique quand je dis. Non, bien sûr. Mais au final, moi, ma réflexion là-dessus où j'allais, c'est Donner, c'était un meilleur boxeur que Fulton, non ? Très largement. Oui, et pourtant. Il a été dominé encore même en boxe par Inoue, je trouve. Oui, mais Donner de fin de parcours. Fin de parcours. Et Fulton, encore une fois, il a un attribut dont il sert très très bien, c'est son allonge. Il a 1m80 d'allonge. Ouais, c'est ça. Pour sa taille, c'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme. Et je trouve qu'il le gère de manière assez intelligente quand justement il n'y a pas le petit grain de sable. Tu parlais du combat contre Oman. Il reste à l'extérieur. C'est une gestion, tu vois, par rapport à ce que Ben Davison disait sur le fait de montrer Naoya Inoue à des enfants. À des enfants, tu peux leur montrer sur la thématique gestion de la distance ce combat-là de Fulton. Et tu te rends compte que tu es capable de rester très en sécurité quand tu as un avantage d'allonge. Ça, c'est des choses qu'il maîtrise à la perfection. Alors, est-ce que sa puissance, l'autre thème aussi qui était un peu mis dans les médias, c'est est-ce que la puissance se retranscrit de Inoue chez les Supercoques ? Moi, je pense qu'il pense qu'il n'y a pas photo et que s'il met un bon coup, il oblitérera Fulton comme il a oblitéré les coques. Parce que Fulton, il a de la puissance ? Chez les coques, il a fait que des KO. Sauf le 1 contre Donner qu'il a quand même mis knockdown. Donc tous ses combats chez les coques, il a mis tout le monde à terre. Et à l'opposé, Fulton, il a des coussins à la place des mains. Exactement, 8 KO seulement, c'est une de ses vraies lacunes aussi. Il a beaucoup de qualités dans la précision des coups, dans le fait que ses coups soient propres, etc. Mais je te dis, c'est des plumeaux. C'est des plumeaux, c'est moi. Le dernier thème que je voulais aborder avec toi, c'est quoi la solution pour Fulton ? Inoue est favori même des bookmakers, alors que c'est pas le champion et qu'il monte de catégorie, mais c'est normal vu son passé, vu son crédit, on va dire. C'est quoi le plan que doit avoir Fulton ? On impose sa taille au corps à corps, ou on reste à l'extérieur ? Si tu viens au corps à corps, tu laisses des possibilités à Inoue de t'en mettre une. Ou on reste à l'extérieur pendant 12 rounds, on essaye ça. Essaye ça. Je prends coach. Ouais. Tu prends ton allonge. Tu restes à l'extérieur, tu essaies de faire un petit peu, d'avoir le même game plan que contre Oman, et tu essaies justement
tu empêches Inoue de casser la distance et d'être extrêmement dangereux dans la poche, parce que Inoue dans la poche, il est aussi extrêmement, enfin c'est une arme, il t'oblitère dans la poche. Donc ça, je voyais des gens sur les réseaux dire, c'est pas possible. Je voyais des gens sur les réseaux dire avec sa taille Fulton, il va se mettre au clinch et il va s'imposer, mais au clinch ils sont fous. Ils sont fous parce qu'il va s'en manger une. Non. Donc on fait ça, mais alors on risque. Il faut qu'il se comporte non pas comme le plus gros boxeur, mais comme le plus grand. Ouais, je vois. Et alors dans ce scénario-là, on risque quand même que en fait son idée, ce serait d'aller chercher une victoire en gagnant des rounds, quoi. En gagnant des rounds en restant à l'extérieur. Oui. Tout en donnant donc sans doute les meilleurs moments du combat à Inoue. Oui. Ça joue qu'on soit au Japon, même si le Japon, je sais, est un des pays où il y a le moins le côté faveur des juges à domicile. Ils sont très respectueux de ce truc-là. Regarde, non, ça jouera pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça se joue sur une décision ou pas? Non, pas au Japon. Je pense pas, non. Pas au Japon. Mais après... Très bien, hein. Moi je pense que c'est le bon game plan pour Fulton. Mais avec la science du déplacement d'Inoue, j'ai du mal à voir Fulton être capable de faire ça tout le combat. Et on sait qu'il faudra maximum 2-3 ouvertures à Inoue pour le terminer. Et dernier point que j'avais noté, moi, intéressant chez Fulton, c'est aussi, je trouve qu'il est assez bon en défense pour l'utilisation de l'épaule, bloquer les coups, c'est assez propre. Alors, est-ce que ça passe contre Inoue? Oui, c'est ça, faire du shoulder roll et tout, c'est beau, ça fait des belles vidéos, des beaux highlights Instagram. C'est un boxeur propre. C'est génial. C'est un boxeur propre. Ouais, ça, c'est pas propre, c'est de la frime. Il sait faire ses trucs, tu vois. Voilà, il sait maîtriser sa technique. C'est le truc flambeur, un peu flashy. Il maîtrise sa technique. Mais ça marche pas contre un mec qui est capable qui a la puissance d'Inoue et que même s'il touche sur l'épaule, il est capable de déboîter l'épaule. Parce que ça, c'est la réalité de Naoya Inoue. Donc non, ça pour moi, il faut éviter. C'est garde haute, sans chichi et sans essayer de gagner des points de style. Hein. Au final, quand on dit tout ce qu'on vient de se dire, Joe, moi, il me fascine assez ce match-up. Je l'aime bien. Moi, c'est pas le match-up. Fascine, c'est peut-être un mot un peu dur, mais j'aime bien ce combat. Le match-up, tu vois, je vais pas le regarder en me disant je vais regarder une destruction de Naoya. Je suis intrigué par ce que je vais voir quand même. Oui, alors ça, je te rejoins. Après, moi, le match-up ne m'intrigue pas tant que ça. Le combat m'excite parce que c'est Naoya Inoue et c'est tout. Ok, plus dans ce sens-là. Tu vois pas. Fulton, c'est tout, ça fait un boxeur excitant, quoi, tu vois. Et alors, qu'est-ce qui t'exciterait contre Naoya aujourd'hui? Très bien. Peu importe la caté. Loma, on le fait descendre chez les plus, mais on fait. C'est vrai que même si Loma est en fin de parcours, c'est une dinguerie. Ce combat-là, c'est une dinguerie quand même. Ce serait une folie de faire ça. Bob Arum, il est capable. Autant il gère mal ses boxeurs, la promotion Bob Arum, autant il est capable de dinguerie. Est-ce que Naoya Chocolatito, tu prends? Ah bah oui. Oui. Mais Chocolatito, aujourd'hui, il est dans les catés d'en dessous. Et pour moi, il n'y a pas de combat. Je le prends pour la légende des deux. Mais c'est un massacre. Ouais, non, c'est un massacre. Non, oublie. C'est un massacre. Ok. Absolu. Donc je vois pas trop, tu vois, dans ces catégories-là, il n'y a plus grand-chose qui t'intéresse, tu vois, les Shakur et tout, tous ces trucs-là, c'est trop, c'est chez les légers. Non, voilà, on pousse pas, on abuse pas du tout le truc. Supercoq, il y a qui? Faut que je revoie là, mais aujourd'hui, c'est un peu des catés, tu vois, moins, où il y a pas de grandes stars. Donc, non, Loma, je refais redescendre Loma en plume, moi. Ouais, ça peut nous intéresser quand même. Bon, mais il faut le construire. Et ça passe par une victoire convaincante contre Fulton. Faut valider les étapes intermédiaires. Puis sans doute aller chercher les 2 autres ceintures contre Tapales et être double champion unifié à 4 ceintures. Tu sais que si Crawford bat pas Spence, et que Naoya le fait d'ici la fin d'année, c'est le premier. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de la boxe un champion à 4 ceintures dans 2 catés différents. Chez les hommes. Vrai. Clarissa Shields a fait chez les femmes, mais chez les hommes, il n'y en a pas eu. Vrai. Donc c'est un concours entre Crawford, Usyk et Inoue pour être le premier à réussir ces 3-là. Ça tombe bien, c'est sans doute les 3 meilleurs boxeurs au monde, Joe. Oui, bien sûr. Tu vois, si on résume un peu globalement. Prédiction pour le combat, 25 juillet, donc un mardi, bizarrement, mais pas bizarrement quand on sait les traditions au Japon. Naoya Inoue, Stephen Fulton pour les titres WBC, WBO des Supercoq à Tokyo. Qui gagne comment, Joe? Inoue KO round 4. Et j'ai Inoue KO round 5. Donc voilà, on a un résumé assez rapide de tout ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous parler de Naoya Inoue parce que voilà, dès qu'on en a une occasion, même si on diffuse pas le combat, on le fera. Mais n'oubliez pas quand même que l'autre gros combat de la semaine, ce sera Errol Spence, Terence Crawford. On en a déjà parlé, ce sera à retrouver sur RMC Sport, bien sûr. Petite dernière question comme ça. En pur fan de boxe, Joe, il t'intéresse quand même moins que Crawford Spence, on va pas se mentir. Oui, on va pas se mentir. Non, j'ai beau aimer Inoue quand même. Ça m'intéresse plus que Ngannou Fury, par exemple. Ah oui, par contre, ça, il n'y a pas photo, clairement. Et que beaucoup d'autres combats de boxe qu'on a eu ces derniers temps, pour le coup. C'est un super combat. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, déjà pour
le boxeur incroyable qu'est Naoya Inoue, mais pour le combat en lui-même, parce que Inoue Fulton, bah, c'est de ce que la boxe peut vous proposer, pas de mieux, mais dans le top du top en ce moment. Merci Joe pour ta présence, pour parler de Naoya Inoue. On se retrouve très vite avec d'autres choses. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça nous permet d'avancer. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.